Cinésique Radio, interview BO, par Benoît Basirico. Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésique Radio sur cinésique.fr et toutes les plateformes. Ce programme est consacré au film Les Apparences, à l'affiche depuis le 23 septembre, en compagnie de Bertrand Burgalat, son compositeur, et le réalisateur Marc Fitoussi. Oui, en attendant, heureusement qu'ils étaient là, parce que s'il fallait compter sur toi pour faire la conversation... Bertrand Burgalat, Marc Fitoussi, le tandem donc des Apparences, sorti prévu le 23 septembre. Le jeune couple Ève et Henri, Karine Viard, Benjamin Biolay, parents d'un petit Malo, sont des expatriés à Vienne. Lui est le chef d'orchestre de l'opéra, elle travaille à l'Institut français. Une vie apparemment tranquille, jusqu'au jour où Henri succombe au charme de l'institutrice de leur fils. Un thriller donc basé sur une histoire d'adultère. À la réalisation, Marc Fitoussi. Depuis votre premier long métrage, La vie d'artiste, vous avez fait appel à Tim Gain et Sean O'Hagan pour la musique de Copacabana, Pauline Détective, Larry Tournelle ou encore Maman à tort en 2016. Et à la musique, Bertrand Burgalat, compositeur, producteur avec le label Tricatel, chanteur sur ses propres albums. Vous débutez au cinéma en 1997 avec Valérie Lemercier, Quadrille, puis Palais Royal, avant de vous associer à d'autres réalisatrices, Eva Ionesco, My Little Princess ou Une jeunesse dorée, ou encore Élise Girard, Belleville Tokyo, Drôle d'oiseau. En 2016 débute une collaboration avec Pascal Bonitzer, Tout de suite maintenant, et surtout Benoît Forjard, Gaz de France, Yves l'année dernière, et puis aussi des participations à la télévision. Tout d'abord, première question qui s'impose, Marc Fitoussi, c'est la rencontre. Pourquoi le choix de Bertrand Burgalat ? Comment cette rencontre s'est imposée à vous ? Moi j'étais très fan, je suis toujours très fan de Bertrand pour ses albums, on va dire pop. Je pense à son premier album The Sound of Music, j'ai écouté et réécouté. Et puis je l'avais découvert en tant que compositeur de musique à travers le film de Eva Ionesco, My Little Princess. J'avais beaucoup aimé cette BO et là pour ce dernier film, on était un peu dans l'urgence, je dois dire, parce que on avait d'abord monté le film avec des musiques empruntées et il nous a fallu derrière trouver un compositeur et j'ai pensé à Bertrand, non pas que je ne souhaitais plus travailler avec Tim et Sean, mais on avait peu de temps. Je savais que Tim était en tournée avec la reformation de Stereolab, son groupe, et qu'il me fallait assez vite dialoguer avec un compositeur et que le barrage de l'anglais m'avait un tout petit peu avait toujours un peu compliqué ma collaboration avec Tim et Sean. Donc voilà. Et Bertrand, comment vous avez appréhendé cette première collaboration avec Marc ? J'avais vu Copacabana et puis j'appréciais sa fidélité justement à Tim et Sean, c'est-à-dire que je trouve que c'est formidable quand un réalisateur veut vraiment mettre de la musique originale sur un film et quand il y a quand il y a un dialogue quand même qui est comme ça au long cours. Donc moi j'étais vraiment en confiance et on parlait tout à l'heure de Morricone qui a fait des trucs formidables pour des films qui sont parfois moins restés dans les mémoires. Et là, j'ai pas du tout trouvé ça avec Marc parce que c'est quelqu'un qui est à la fois un vrai réalisateur au sens où il sait diriger les acteurs, mais il sait aussi diriger les autres protagonistes, y compris les techniciens comme moi. Donc il sait dire ce qu'il veut, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a une vraie perception, une vraie intelligence de la musique et il sait la faire partager. Donc tout ce qu'il me disait, non seulement je le comprenais, j'arrivais à comprendre parce que c'est un autre langage, mais je le comprenais, mais en plus toutes ses remarques, toutes ses suggestions étaient intéressantes et m'aidaient et me faisaient progresser. Donc pour moi, ça a été une super rencontre. Eh bien, écoutons un premier extrait des Apparences où on reconnaît évidemment l'ambiance thriller.
on est au début du film et le thriller plane. On est dans une sorte d'indolence où il n'y a pas de violence. On est doucement vers le thriller comme chez Hitchcock ou Chabrol. C'était la référence et c'est vrai que c'est un film qui mélange un peu les genres et qui démarre en plus comme une étude de mœurs sur le monde des expats justement français à Vienne. Et il fallait tout de suite indiquer qu'on était dans du thriller et en même temps ne pas trop dévoiler les futurs rebondissements. Donc c'est vrai que Bertrand là nous a proposé une musique qui à la fois affiche la couleur et en même temps n'en dit pas trop non plus. Et puis cette musique accompagne là des images de Vienne justement et une ville que je souhaitais qu'on dit toujours romantique et que je voulais un peu plus oppressante, et je trouvais que cette musique fonctionnait très bien sur ces images un peu plus inquiétantes de la capitale autrichienne. Vous vouliez une bande originale à l'ancienne, à la hollywoodienne. Bertrand Burgalat, j'ai l'impression que c'est la première fois que vous abordez un film de genre à ce point-là. Peut-être, je me rends pas compte parce que après, je pense que les indications, je les écoute, vraiment je les écoute, je m'en imprègne de toutes sortes d'indications, mais après, quand il faut faire la musique elle-même, j'essaie de rester très spontané. Donc je me dis pas, donc vraiment j'absorbe, mais tous les paramètres, parce qu'effectivement il faut pas souligner certaines choses. Mais après, quand il faut faire la musique, c'est quand même, ça reste très empirique et très spontané. Et je me disais pas, il faut que je fasse comme si, c'est peut-être j'ai une technique qui est en même temps d'essayer d'en avoir le moins possible, que de penser le moins technique quand il faut faire la musique. Et donc je vois les images et puis je vois ce que D'ailleurs, ça m'évoque. Je rebondis là-dessus. C'est vrai que en fait, comme je le disais, on a eu très peu de temps parce que on avait aussi très peu d'argent pour faire cette BO. Donc d'abord, on a placé des musiques témoins et on a d'abord eu la réflexion de se dire est-ce que on doit se contenter de ces musiques témoins et est-ce qu'on a le droit de tout remplacer, d'avoir une musique originale. Donc c'est posé cette question-là. Finalement, on s'est bien rendu compte que c'était plus simple de faire appel à un compositeur et moins coûteux. Et si bien que j'avais des musiques témoins et que par exemple à la place de cette musique-là, j'avais une musique de Philippe Sard tirée du lieu du crime. Et Bertrand m'a surpris et agréablement surpris, c'est que il y avait cette référence un peu écrasante et Bertrand, a compris, le sens de cette musique, mais n'a pas du tout tenu compte et de son rythme et de son orchestration, etc. et a réinventé complètement quelque chose. Parce qu'en fait, souvent, c'est vrai que ça me fait très peur les références parce que ça peut être très inhibant. Mais ce que je fais en général, parfois je les écoute. Mais je fais en sorte, je fais pas de musique après, je les oublie. Ce qui fait que par exemple quand tu me parles de cette musique-là, je sais même plus à quoi elle ressemble. Et en revanche, ce que je fais au montage, je regarde les formes d'ondes, je vois où la musique a été placée. Parce que pour moi, là où le réalisateur a voulu mettre la musique, c'est là, sauf accident incroyable, c'est là vraiment qu'elle doit être. Donc je regarde où elle commence, où elle s'arrête, mais ça s'arrête là. En revanche, parfois ça arrive. Quand une musique a été montée très précisément, quand un film a été monté très précisément sur une musique, disons que l'imprégnation peut aller jusqu'à prendre le tempo. C'est-à-dire, je me dis, ils ont monté sur ce truc-là, c'est à 124, je vais essayer de faire un morceau en 124 parce que du coup, comme ils ont déjà monté, on n'aura plus à changer et ça va coller. Mais voilà, j'essaie pas du tout, je pense que c'est très dangereux. C'est la vide aussi, c'est le montage numérique qui a amené ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a et c'est là où la place du monteur image sur la musique est beaucoup plus importante qu'auparavant. Avant, c'était le monteur musique qui avait de la place pour la musique. Aujourd'hui, le monteur musique, il est là pour mettre la musique qui a déjà été décidée. Donc, c'est vraiment au montage de l'image que les choses se jouent et qu'on peut se mettre dans des impasses complètes aussi où on n'arrive plus à se sortir de certains trucs. Mais là, justement, c'était vraiment très très agréable de faire ça. Et Marc Fitoussi, vous réfléchissez au préalable à la couleur musicale à donner au film. Sur Copacabana, c'était la samba et la bossa nova. Sur Pauline Détective, c'était des compositeurs italiens des années 60-70. Il y avait Morricone, qui était resté au final. Et sur celui-ci, c'est la musique hollywoodienne à l'ancienne, entre guillemets. Mais Bertrand Burgalat est parvenu malgré tout à maintenir une unité. C'est-à-dire qu'on oublie ses références. Et au final, il a trouvé l'identité musicale, l'unité, l'homogénéité du film et surtout la musique des personnages. Et moi je suis beaucoup plus content évidemment de cette BO définitive que ce que j'avais avant qui était une sorte de patchwork assez bizarre.
où on parle de musique à la hollywoodienne, mais il y avait aussi du Stelvio Cipriani, je viens de parler de Philippe Sard, j'avais mis du Stravinsky, enfin je veux dire tout se mélangeait et il n'y avait pas du tout cette homogénéité, cette cohérence. Donc ça fonctionnait, enfin scène par scène, mais un film c'est aussi voilà, il faut le juger dans sa globalité. C'est là que soudain, et d'ailleurs je me souviens de ces projos pour les distributeurs, etc. Enfin les partenaires financiers qui me disaient, qui en venaient en fait à faire leur marché, à me dire j'aime bien cette musique-là, j'aime moins celle-ci, etc. J'ai jamais rencontré ça ensuite lorsqu'on a présenté le film avec la musique de Bertrand où il y avait quelque chose de parfaitement cohérent de A à Z. Benjamin Biolay, le personnage dans le film, est chef d'orchestre à Vienne. Il dirige quelques titres classiques, Debussy, Schubert. C'est arrivé avant la musique de Bertrand Burgalat, j'imagine, cette musique dans le film ? Oui, tout à fait, ouais. C'est-à-dire qu'on a réellement tourné, par exemple, à l'opéra avec Nocturne de Debussy. Enfin, c'était... en plus de ça, étant donné que c'était un chef d'orchestre français qui officiait à Vienne, je voulais aussi de la musique classique française dans le film. Et dans quelle mesure il y a un lien, s'il doit y en avoir un, entre cette musique-là, ce personnage, et ensuite la musique originale, Bertrand ? Je sais pas, moi j'aime beaucoup Ravel et Debussy, mais c'est vrai que j'avais pas pensé, j'aurais dû essayer de faire une musique sur laquelle que Benjamin Biolay aurait dirigé. De la substituer. Mais non, ça c'est l'avantage aussi du manque de moyens, c'est que ça oblige à se poser les bonnes questions. Et effectivement, par exemple, sur l'instrumentation, de se dire au bout d'un moment, à force de tâtonner, on se dit, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'une section de cordes sur ce truc-là, j'ai besoin d'une flûte, d'un basson et d'un cor. Et après, le reste, je vais le faire moi, c'est-à-dire j'ai rajouté du Célestat, j'ai joué le piano, tous les autres trucs, je les ai fait moi-même. Mais ces contraintes à la fois de temps et d'argent, sur un plan personnel, elles sont pesantes, mais sur un plan créatif, elles obligent, je trouve, justement, à avoir une concision qu'on n'aurait pas nécessairement autrement. Si on a un budget illimité, tout d'un coup, on va se dire, tiens, je voudrais bien, je sais pas, enfin, des choses aberrantes, et finalement, voilà, je trouve qu'une BO, même sans, il y aurait eu encore moins d'argent, on aurait pu essayer de faire une bonne BO. C'est-à-dire que il y a des films incroyables qui se sont faits avec un instrument et c'était magnifique. Donc voilà, je trouve qu'il faut ces contraintes-là, c'est un cliché de dire les contraintes c'est positif, mais en tout cas. Là, j'ai eu une séance, j'ai dû faire la séance par Skype. C'était même avant le confinement, mais par manque de moyens. Donc, il y a des choses qui sont frustrantes parfois parce qu'on se dit merde, si j'avais pu aller sur place, j'ai envoyé mes partitions. Il y avait mais voilà, c'est chouette à faire quand même. Le piano, justement, le choix du piano, comment est-il apparu ? Parce que c'est ce qui permet quand même, le piano, c'est un instrument qui permet des choses très, des choses très différentes. Et de toute façon, justement, quand il y a une musique de film et un piano, on peut aussi l'utiliser différemment. On peut l'étouffer, on peut jouer au médiator. Donc, je sais pas, il y a eu des films d'Élie Gérard où j'ai fait plein de trucs avec juste un piano droit. Et c'est tout ce qu'il y avait dans le studio. J'ai pris le piano droit, j'ai mis du scotch sur les cordes et j'en ai fait autre chose. Donc, je sais qu'avec un piano, et là, je venais de déménager chez moi, mais il y avait plein de travaux autour. Mais on a réussi, on l'a enregistré un samedi parce qu'il y avait moins de bruit, moins de bruit de la rue. Et voilà. Et les personnages évoluent plutôt dans un milieu bourgeois. J'ai trouvé que le piano correspondait bien à ce milieu. Ah oui, c'est vrai, il y a même un salon de thé, j'ai fait une espèce de morceau, une viennoiserie, un peu méthode rose au piano à un moment. Ouais. Eh bien, écoutons ce piano.
Les Apparences. C'est un film jubilatoire par la surprise et le suspense entretenu par le scénario, et la musique évolue avec plein de circonvolutions comme pour épouser le mouvement du film. Il y avait cette envie de permettre aux spectateurs d'être un peu piégés en permanence, de faire fausse route parfois. Au départ, enfin, ce film, c'est une adaptation, donc et j'ai rajouté à ce thriller beaucoup de rebondissements. Et je voulais que la musique aussi, comme ça, puisse surprendre à chaque fois et même par exemple j'évoque Karine Viard dans le film, qui a la même coiffure que Pascal Arbillot dans le film, qui est aussi une de ces femmes de cette communauté donc d'expats, et j'aimais bien le fait qu'elles se ressemblent et qu'on puisse les confondre aussi. Enfin voilà, donc il y avait toujours cette envie en permanence d'être assez ludique et de faire que on s'y perde un peu. Du point de vue d'un réalisateur, la musique de film est souvent un terrain inconnu. Se pose la question de la nécessité. Alors sur un thriller comme celui-ci, la nécessité était tout de suite réglée, il fallait de la musique, mais le rôle qu'elle devait jouer, tout de suite vous avez compris, ou alors c'est avec la collaboration avec Bertrand que ce rôle a commencé à apparaître? J'avais mis beaucoup de musique, en tout cas ce dont je me souviens, c'est que finalement on a remplacé toutes les musiques présentes et qu'on en a même rajouté avec Bertrand. Voilà. Enfin, donc, mais j'avais vraiment conscience en tout cas que c'était un film qui avait besoin de musique, et surtout parce que, comme je le disais, vu qu'il y a beaucoup de fausses pistes et vu que plusieurs genres se mélangent, il y avait vraiment cette nécessité de par la musique de rappeler que nous sommes dans un thriller et que le danger rôde. Voilà. J'ai l'impression que sans musique, par exemple, ce film il y aurait une trop grande cassure entre la première partie, qui est plus cette étude de mœurs, et ensuite le thriller qui prend une place prépondérante. Il fallait vraiment que la musique nous entraîne petit à petit vers ça. Et la musique est puissante, forte, elle apporte un sens et une signification aux scènes. Votre musique, Bertrand Burgalat, joue le thriller, mais en même temps maintient le mystère. Car une musique peut condamner un personnage, presque spoiler, dire que le personnage est criminel. Parce que je pense que les films de Marc, c'est des films très subtils, qui jouent justement sur... qui sont jamais ce qu'ils sont dans l'impression qu'ils sont. Il y a un côté comédie, puis tout d'un coup ça dévie. C'est un thriller, mais c'est une étude sociale. C'est ce que je trouve très appréciable et très rare aujourd'hui, où on a des catégories qui sont souvent très prédéfinies, parce que on est dans un pays où il y a un cinéma qui est formaté soit par les chaînes, soit par les commissions d'attribution des aides, etc. Donc ça fait des choses extrêmement prévisibles. Du cinéma d'auteur, c'est un film qui se passe pas dans le 6e arrondissement, par exemple. C'est pas toujours, c'est pas si fréquent. Non, mais il y a un cinéma d'auteur qui est toujours quand même très 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 formaté, et un cinéma pseudo grand public qui est aussi très formaté. C'est ce qui explique d'ailleurs les difficultés financières après, puisque ce sont les chaînes qui imposent certains acteurs, et donc il faut après se plier à des cachets, etc. Et c'est pour ça qu'après, en général, sur la musique, il reste pas grand-chose. Mais donc je trouve que ce que fait Marc va complètement contre ces clichés-là et cette segmentation. Et pour moi, c'est très appréciable et très rare. Donc il y a cette musique thriller, mais il y a aussi quelques contrepoints, notamment la présence de peau d'âne à la télévision que regarde l'enfant. Donc on entend la musique de ce film qui apporte un contrepoint au thriller. C'est un peu la musique domestique. Complètement, mais en plus de ça, moi, parce qu'on est dans ce milieu, cette haute société, ces grands bourgeois, et je sais pas pourquoi je trouve que Peau d'âne est le film que les grands bourgeois montrent à leurs enfants, en pensant que voilà, que c'est pour eux, et c'est tout désigné pour ces enfants-là. Alors que bon, voilà, on connaît cette histoire, et que bon, mais j'adore évidemment Michel Legrand et cette musique qui figurait dès l'écriture du scénario. Oui. Et le côté féerique peut également apparaître dans la musique de Bertrand Burgalat, dans ce morceau notamment.
Magnifique morceau signé Bertrand Burgala pour les apparences. Et puis on a entendu quelques petites percussions, au début féerique justement. On pourrait peut-être parler de ce choix instrumental. Là il y a du Célesta. Je sais même pas si j'avais mis du Glockenspiel. Là c'est vraiment du Célesta, de la flûte et puis après des cordes qui interviennent. Et là, le choix instrumental est assez varié finalement. Oui, mais ça reste donc dans cette instrumentation du départ. Il y a vraiment, on sort pas de là. Donc vraiment, il y a flûte, célesta, piano, cordes. Il y a rien d'autre. Et comment vous travaillez ces partitions-là ? Est-ce que vous avez tous les instruments chez vous ? Vous tâtonnez ou vous faites des maquettes ? Je fais des maquettes qui sont pas de très bonne qualité. J'ai pas de banque de sons, j'ai pas de son de cordes incroyable. J'ai que des sons d'usine et je mets pas du tout d'énergie là-dedans. C'est là où il faut l'intelligence et la connaissance de marque, parce que quand on a en tête une musique de Philippe Sard sublime, d'entendre mes maquettes pourries à côté, il faut vraiment avoir confiance. Mais voilà, je fais des maquettes à l'image. Avant, je faisais directement sur partition, mais c'est compliqué après de faire écouter. Et puis après, une fois que les timings, que tout est bien validé, là, je fais les partitions. Alors Bertrand Burgala, aujourd'hui, vous êtes vraiment devenu un compositeur de musique de film, mais Marc Fitoussi, vous aimez les compositeurs issus de la scène. C'est vraiment un choix conscient ou... Non, c'est vrai que j'ai jamais fait appel à des compositeurs qui n'étaient que compositeurs, mais peut-être parce que j'ai d'abord aimé effectivement Bertrand dans ses disques pop ou Stereolab ou Laila Maz, mais j'écoute aussi beaucoup de musique de film et je peux citer comme ça des compositeurs avec qui j'aurais aimé travailler, qui n'ont fait que ça, que du cinéma. Mais en France, j'avoue que les quelques compositeurs qui ne font que ça ne m'ont jamais complètement convaincu. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que peut-être du fait de voir que, par exemple, Bertrand est capable d'aller complètement ailleurs, avant de le connaître, je me disais que forcément, il y avait un panel plus large, forcément, et qu'on allait trouver un terrain d'entente. Je trouve ça presque plus rassurant. Ouais. Et moi, je pense que c'est le fait de faire autre chose, c'est un avantage et un inconvénient. Je vais commencer par l'inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on n'est pas en immersion. Moi, j'admire les compositeurs qui font 10 musiques de film par an, etc. Parce qu'il y a un truc technique quand même, la musique de film. Il y a des choses qui sont difficiles. Quand on écoute, comme dans cette émission de John Williams, c'est impressionnant. C'est des gens qui ont un bagage et le fait qu'ils en fassent tout le temps, en plus, leur donne une aisance. Moi, il y a eu des moments où on faisait pas du tout appel à moi et du coup, je perds confiance en moi. C'est pour ça que je suis très sensible aussi à la confiance qu'on peut me donner. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça me libère. Mais le bon côté, quand on fait d'autres choses, c'est qu'aussi, peut-être, on est plus détaché. On n'a pas l'impression de faire son disque par procuration. On sert l'image, on sert le projet, on sert le réalisateur. Et s'il y a un morceau que j'adore, je sais pas, il y a eu une scène pour tout de suite maintenant de Pascal Bonitzer, on s'est très bien entendu, il y avait une scène avec un frigo de 10 secondes, j'y ai passé, mais je sais pas, j'ai fait 50 essais, enfin je sais plus. Et en fait, Pascal avait besoin de 3 notes. Mais dans ces 50 essais, ça m'a fait 3 morceaux de mon précédent album. C'est-à-dire que donc ça me gênait pas. Je me disais, ce truc est bien, mais c'est pas ce qu'il faut. Donc c'est pas grave. Ouais, puis c'est une question souvent d'ego finalement, et finalement d'avoir des albums à côté, on met pas son ego dans le cinéma parce que finalement être compositeur de musique de film, c'est savoir s'oublier un peu au service du film. Alors on met de l'amour propre, on essaie que ça soit bien, que ça soit bien mais que ça soit bien pour le film. Et parfois il faut accepter dans un film que la vedette c'est le film. Pour moi, c'est même pas l'acteur, c'est le propos, c'est le film. Et ce qui est important, c'est de travailler avec des réalisateurs qui comprennent ça, qui n'ont pas peur de la musique, qui veulent pas juste une espèce de soupe ambiante, ou qui veulent pas des grands succès parce qu'ils ont l'impression que ça valide leur truc. Il y a aussi ce truc-là aujourd'hui qui est un tic, cette manie de faire des karaokés, des films karaokés. Ça vient souvent du manque de confiance en eux des réalisateurs. Vous avez dit que pour tout de suite maintenant, vous mettez parfois à profit des rejets pour vos albums, et l'inverse se produit, notamment dans les apparences. Il y a 2 titres, Digital Cooled et Les choses que l'on ne peut dire à personne, qui proviennent de vos disques antérieurs. Oui, parce que quand on a besoin de musique un peu d'appoint en ambiance, autant prendre
dans notre catalogue. Et ça venait aussi du manque de l'économie du film. Hein. Oui, et aussi que les morceaux sont très bien et que justement je l'ai trouvé, par exemple Digital Cool, je le trouve un petit peu sous-mixé dans le film de Benoît. Alors que moi c'est un morceau que j'aimais beaucoup, enfin en l'écoutant comme ça sur l'album sur Spotify, et que c'était une façon aussi de remettre un coup de projecteur sur ce morceau. Donc il y a eu Yves, on vient d'en parler, Digital Cool qu'on réentend dans ce film-là. Quels sont les autres projets à venir, Bertrand ? Là, je finis la musique d'un film pour France 3 qui sort le début novembre, qui s'appelle De Gaulle bâtisseur, sur les 30 Glorieuses et l'architecture. C'est pas que De Gaulle en fait, parce qu'on se rend compte qu'il y avait beaucoup la 4ème République. C'est un film de Camille Jusa. Je fais ça. Je vais finir un autre album pour moi, qui a été un peu retardé, mais pour de bonnes raisons, parce que j'ai eu la chance de travailler avec Marc, et pour d'autres choses. Et puis après, je sais plus, j'ai pas mal. En fait, je fais toujours beaucoup de choses en même temps, mais avec grand plaisir, et toujours des projets qui m'intéressent, et souvent des projets difficiles, mais c'est marrant, c'est bien. Et Marc, votre film devait sortir justement pendant le confinement, et donc là il sort enfin. J'ai l'impression que les gens recommencent à sortir, à aller dans les salles. J'espère aussi, ouais. Enfin, en tout cas, il y a des chiffres, disons, plutôt encourageants actuellement, ouais. Alors pendant longtemps, vous aviez une régularité, 2 ans entre chaque film. Alors là, c'est 4 ans après le précédent. Vous avez déjà le prochain en vue ou... J'ai le prochain en vue, j'en ai déjà parlé à Bertrand pour la musique. C'est un film qui devrait se tourner l'année prochaine, voilà. Mais pendant ces 4 ans, en fait, moi j'ai surtout été très pris par 10%, en fait. Oui, c'est vrai. Voilà, et donc j'ai eu le temps de tourner 6 épisodes pour 10% sur la 3e saison et la toute dernière qui va bientôt être diffusée. Voilà. Et donc, a priori, le prochain film sera pour l'année prochaine. Oui. Très bien. Merci Marc Fitoussi, Merci Bertrand Burgala. Les apparences, donc absolument à voir. Je le recommande, musicalement et cinématographiquement. En salle, donc très bientôt, exactement le 23 septembre. Ouais. Les apparences, dernier extrait musical.
Bye.